Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, de me donner le difficile rôle d'ouvrir cette journée avec en effet un papier que j'ai voulu présenter un petit peu peut-être en contrepoint, mais c'est pas tant un contrepoint que ça, c'est peut-être pour remettre non, comme on dit parfois l'église au milieu du village, mais c'est plutôt de voir que le village se transforme et qu'il y a quand même encore quelque part des églises qui restent. En effet, si on se dit que depuis une quinzaine d'années, et on peut les énumérer, désaffection des citoyens à l'égard du politique, importance des réseaux sociaux numériques, multiplication des chaînes d'information continue, polarisation des débats, diffusion des fake news, etc., etc., on aurait l'impression, a priori, si on va trop vite, de considérer que les informations factuelles auraient disparu et qu'on ne parle que de fake news ou qu'on ne donne lieu qu'à son opinion. Ce que j'ai voulu montrer à partir de mes 25 ans de travaux, c'est que malgré tout, le journalisme n'a pas disparu, que le journalisme factuel n'a pas disparu, que ce qu'on appelle le mainstream n'a pas disparu, et que, en effet, ça produit de l'information politique. Pour une raison qu'on pourrait aussi résumer de manière assez simple, c'est que on a besoin de cette information pour se positionner. Il n'y a pas de fake news sur Trump si Trump ne parle pas et si on ne parle pas de l'action politique. Il n'y a pas de fake news sur un acteur politique si il ne dit pas quelque chose, puisque les fake news reposent malheureusement aussi sur des faits. Et c'est la transformation de ces faits, la distorsion de ces faits, l'interprétation de ces faits qui donne lieu à tous ces éléments. Du coup, j'ai essayé dans un premier temps de revenir sur les transformations, peut-être pour replacer cela dans les transformations plus longues de la démocratie représentative, expliquer que justement dans un premier temps, et c'est pour ça que ça nous agite autant cette question de l'émotion, des fake news, etc., que nos démocraties se sont construites autour de l'idée qu'il y a des faits, que le débat doit être structuré, qu'on argumente par des arguments dotés de raison. C'est ce modèle du salon bourgeois que décrivait très bien Jürgen Habermas, feu Jürgen Habermas, décédé la semaine passée. Aujourd'hui, on est toujours dans les salons, mais dans une quatrième dimension, extrait de Star Wars, c'est-à-dire qu'on est bien dans un espace où on discute, on est bien toujours dans un espace délibératif, il y a bien des opinions, des échanges d'opinions, des échanges de points de vue, mais le débat est un peu bizarre avec des personnes qui ne sont pas toutes des personnes dotées de raison, au sens où on l'entendait au XIXe siècle. Ce n'est pas nécessairement des journalistes, des politiques qui argumentent et qui produisent de la vérité à partir de faits. Mais pour autant, c'est ce qu'on appelle les gatekeepers. Les gatekeepers ont un peu disparu avec les réseaux sociaux, mais si vous vous rappelez, pour ceux de ma génération, ce film de Star Wars, certains restent quand même à la porte du bar. Tout le monde ne peut pas rentrer, les robots ne rentrent pas. Donc on peut être humanoïde, mais tant qu'on est humanoïde, comme le fake news est une news malgré tout, l'humanoïde qui discute est à l'humain doté de raison, ce qu'est la fake news au fait. Mais du coup se pose toute une question sur le rôle aussi du journalisme comme centre de vérité et les politiques comme producteurs de vérité, producteurs de faits. Or, c'est là où il se trouve très largement contesté aujourd'hui par d'autres interprétations, d'autres producteurs de faits, avec lesquels ils sont obligés de composer. Et c'est ça une des transformations majeures. Du coup, je suis revenu sur ces transformations du journalisme politique, sur ces transformations de l'idéal du gouvernement représentatif. Si là encore, on se replace au premier âge, ce que montre à la fois Bernard Manin et Jürgen Habermas, des démocraties représentatives, on a ce fameux tableau de Davy, le serment du jeu de paume, où une des raisons pour laquelle l'Assemblée constituante fait ce serment, c'est parce que précisément, pour la première fois, un certain nombre de personnages politiques avaient eu un acte de lèse-majesté en voulant rendre compte publiquement de ce qui se discute.
C'est-à-dire, c'est l'émergence de la transparence, de la publicité. Et David l'avait très bien montré, puisque vous avez ici Mallet Dupan, qui est au cœur de ce tableau. C'est le journaliste qui prend note de ce qu'il se dit. Et vous voyez que, en revanche, le public, lui, est gardé, est loin, il est sur les tribunes. Il peut être là, mais il ne peut intervenir dans le débat public qui, lui, reste structuré auprès de certains acteurs. Et les journalistes sont des acteurs parmi d'autres de cette naissance de la nation. Autre transformation aujourd'hui, on peut à peu près aussi transformer les faits. Ici, on a une fake news à titre humoristique, mais c'est des choses que on aurait pu dire, ou elle aurait pu dire. Donc on a 4 transformations du journalisme, et c'est ces mutations qui sont intéressantes, si on les replace sur le temps long. D'abord, un journalisme où on n'a pas de journaliste, c'est plutôt des publicistes qui sont là pour produire à la fois des faits, des opinions, donner la position de leur camp, et c'est surtout un journalisme où le public est un public très doté de capitaux, très riche, capable de lire, capable d'acheter un journal. Puis progressivement apparaît à la fin du XIXe siècle ce qu'on appelle le journalisme moderne, à la fois en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, etc. C'est-à-dire un journalisme basé sur les faits, sur l'objectivité. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces faits et ces objectivités sont aussi à des visées commerciales. C'est rentable d'être objectif parce qu'on se fâche avec personne. Et ça, dans la presse populaire qui émerge, c'est aussi cette idée-là. Donc il y a aussi un lien entre démocratie et capitalisme. Les entreprises de presse sont des entreprises qui cherchent une rentabilité. Et c'est aussi ce qui explique aujourd'hui d'autres formes de rentabilité. Puis, troisième âge qui va démarrer après la Seconde Guerre mondiale, ce que Bernard Manin va appeler justement la démocratie du public, progressivement, c'est l'arrivée de plusieurs nouveaux médias, la radio, la télé, la radio et la télé commerciale, où on va régir par l'audience et plus seulement par des faits, où on va aussi utiliser, mobiliser le public, cette fois-ci d'abord par des sondages, on le fait parler plus qu'il ne parle, puis on va le faire progressivement parler. Du coup, l'ère de notre quatrième ère, celle que l'on connaît aujourd'hui, ce n'est pas que les réseaux sociaux ont été un déclencheur des transformations de la démocratie des publics, c'est plutôt le catalyseur. C'est-à-dire que le public qui avait déjà commencé à être mobilisé, très fortement mobilisé, par les journalistes, par les politiques, par l'ensemble de porte-parole de l'opinion, qui disaient « mais regardez, j'ai une opinion », désormais, ce public peut directement s'exprimer, et c'est ce qu'on a pu appeler la démocratie des publics. Mais c'est une démocratie des publics où on est dans ce maelstrom où en fait tout le monde se transforme en même temps. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain, il y a les réseaux sociaux et pouf, ça bascule. Les réseaux sociaux sont utilisés par les médias traditionnels. On a des comptes Snap, Insta, du Monde, du Figaro, tout comme on a le compte Snap et Insta de Jean-Gustave, de Robert. Et ce que peut circuler d'un côté va être repris, va circuler d'un espace à un autre. Et il faut faire avec. Il faut faire avec parce que le pire quand on est pris dans le maelstrom, c'est d'essayer d'y aller par le centre. Il vaut mieux tourner autour pour s'en sortir. Et donc c'est une transformation de nos démocratie qui est une démocratie en fait continue, en permanence, où tout le monde est sous le regard de tout le monde. Et c'est là où j'en reviens sur la question du journalisme à partir de travaux, c'est-à-dire que le journalisme traditionnel ne disparaît pas, puisque, encore une fois, dans ce maelstrom, on a besoin de l'information politique. Et on peut, c'est pas juste un besoin ou une théorie, c'est que quand on l'objective, là, c'est une première enquête qu'on avait faite donc depuis 1971, qui étaient mes premiers travaux de thèse, jusqu'à une nouvelle enquête qu'on avait menée en 2017, de quoi on parle à la une des journaux papier, on peut dire, plus personne ne lit les journaux, ce qui est pas faux, mais en 2017 on les lisait encore un petit peu. On a le verre à moitié plein, c'est que massivement l'actualité est une actualité politique. On n'a pas d'abaissement de l'actualité politique, c'est-à-dire quand on parle à la une du Monde, du Figaro, etc.,
de sujets politiques d'abord, de politique politicienne, de partis politiques. On peut considérer qu'on en parle mal, ça c'est encore un autre débat, mais on ne va pas d'abord mettre du sport, on ne va pas d'abord mettre des sujets complètement épisodiques à la une. En revanche, il y a une fait diversification, et ça on le voit très bien, une montée des sujets de faits divers, mais qui sont toujours interprétés comme des faits de société. C'est-à-dire, on va parler de l'arrestation de machin, mais pour montrer qu'il y a un problème de sécurité dans le pays, etc. Donc on a déjà une interprétation, et ça, Marine Psili, qui avait travaillé sur les faits divers en tant qu'historienne, montrait déjà comment on est passé justement de l'anecdotique à la transformation du fait divers comme fait de société. En revanche, là où ça pêche, c'est l'actualité internationale. Alors, on est dans un mauvais contexte, enfin, à plein de titres, mais en période de routine, c'est-à-dire non guerrière, l'actualité internationale est elle qui souffre le plus de ce type de sujet. Autres indicateurs, on s'était intéressé récemment dans une autre enquête sur les principaux journaux télévisés. Je ne parle pas de Pascal Praud, journaux télévisés de CNews, de TF1 et de France 2. Là encore, CNews, TF1 et France 2 ont d'abord massivement des sujets d'actualité politique. 30% des sujets sur ces trois chaînes sont des enjeux de gouvernement. 9,7% les élections, les campagnes politiques. 10% les enjeux de sécurité et de défense. Alors, c'est pas étonnant, 2024, 2019, c'est la guerre en Ukraine, c'est le Hamas, etc. Les faits divers sont importants, mais ce qu'on met d'abord en avant, c'est de l'actualité politique. On a même d'autres séquençages qui sont encore plus massivement politiques. Si on prend les interviews matinales que vous écoutez à la radio ou à la télé, on a ici, dans une autre enquête qu'on a menée entre 2018 et 2022, on a 3/4 d'invités politiques, de femmes et d'hommes politiques en poste. Quand je dis, c'est vraiment des élus, des ministres, des représentants de partis. Et quand on regarde de quoi ils parlent, on les interroge d'abord sur la politique. Alors, on les interroge, et là il y a une transformation commerciale, c'est pas rien à voir avec les fake news, ce que montrent très bien les travaux de communication. On va basculer des enjeux politiques ce qu'on appelle le horse race politics, c'est-à-dire la course aux chevaux, Mélenchon passe devant la gauche, puis c'est la gauche qui la rattrape, et puis il y a la casaque verte qui fait une alliance avec la rouge pour passer devant la casaque bleu foncé et le chandail jaune de Sarah Knafo. Donc c'est cette idée que la politique, on l'intéresse que par les petits jeux de positionnement, ce que les travaux appellent le horse race politics. Donc ça effectivement, mais c'est sur le traitement et le contenu qui est porté. Mais, encore une fois, une des leçons, d'où le titre, l'éclipse partielle du journalisme politique, c'est que on a quand même des moments dans les médias traditionnels où on a besoin de fournir de l'information politique, de la petite phrase. Si je reviens sur les interviews, des interviews matinales, on avait aussi suivi combien ces interviews étaient un formidable producteur de petites phrases, aussi bien pour les réseaux sociaux des personnes qui sont invitées que pour les chaînes et que pour les opposants. Regardez ce qu'a pu dire Jordan Bardella, ou j'ai pu répondre à cela, et donc c'est une vente à la découpe de l'information. Mais à un moment donné, il faut de la matière. Il faut de la matière pour pouvoir ensuite se positionner, y compris pour réinterpréter ce qui a été dit. Regardez, Apolline de Malherbe, elle nous aime pas, regardez cet extrait. Mais il faut toujours il faut de la matière, sinon on va effectivement que parler peut-être des extraterrestres et autres. J'en viens à une dernière transformation. Dans cette conception de la démocratie, c'était l'idée qu'il faut raisonner par la raison, il faut garder loin l'émotion, y compris l'émotionnalisation du débat public. Alors, ce qu'on constate, là encore, à travers un certain nombre de travaux qu'on avait pu monter, c'est que la part d'émotionnalisation des contenus des journaux télévisés n'est pas aussi importante que ça. On a en 2014 2/3 des sujets
qui ne contiennent pas d'émotion. Et là, je parle aussi de CNews, de TF1 et France 2. Alors, encore une fois, je ne parle pas de Pascal Praud, je parle de la séquençage de production d'informations. Et voire même, il y a encore moins d'émotions en 2024. Et les émotions qui sont présentées au cours de ces journaux, c'est la colère, la peur, la fierté majoritairement, et ça, là encore, l'ensemble des travaux montrent que ce sont assez classiquement les émotions les plus rentables en démocratie, mais aussi rentables journalistiquement. Et à l'inverse, les journalistes politiques, lorsqu'on a fait une enquête internationale sur les rôles des journalistes, là encore une enquête menée entre 2022 et 2025, on voit que dans la production de leur contenu, ils cherchent assez étonnamment à se démarquer d'une prise de position, à être tendanciellement le plus neutre dans leur production. En conclusion, le régime médiatique contemporain est caractérisé par une polyphonie. C'est pas que les réseaux sociaux numériques ont pris le devant sur le dessus, etc. On a beaucoup plus une polyphonie, un fonctionnement en archipel de la démocratie, ce que Jay Bloomer appelait la diversification centrifuge. Dans ce cadre, la critique que l'on fait du mainstream journalistique, et c'est une critique politique qu'on entend partout, dans tous les espaces, à la fois politiques centraux, militants, journalistiques, voilà, on va critiquer le mainstream, c'est, si on veut se rassurer, quelque part le signifiant que le journalisme continue d'être important, puisqu'il nous faut bien un bouc émissaire contre lequel taper, mais le bouc émissaire a aussi un rôle de producteur de sens, et c'est ce sens que continue de produire le journalisme politique, et c'était pour ça que j'avais essayé de peut-être faire ce pas de côté parmi les autres contributions, comme tu l'as rappelé, Claudia. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Je suis... Ah, c'est ça. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Non. Moi, j'aurais une petite question, comme ça, juste... Est-ce qu'il y a une différence selon la structure de propriété des médias? Est-ce que ça compte d'être possédé par un actionnariat dispersé, ou alors très concentré, ou alors politiquement très marqué, ou au contraire d'être un média public? Est-ce que la présentation varie selon ce... Alors, il y a deux manières de répondre. D'une part, on reste quand même dans un champ professionnel et concurrentiel. Donc le choix des sujets va être très marqué par l'état de la compétition. C'est-à-dire, c'est pas Bolloré tout seul qui va droitiser les médias Bolloré. C'est parce qu'on a des acteurs politiques, des militants, des médias qui trouvent à un moment donné que c'est peut-être plus rentable de trouver des sujets droitisés. Et les journalistes, ce que Bourdieu appelait la circulation circulaire de l'information, le premier public des journalistes, c'est les journalistes. Et donc dans le choix des sujets, on va toujours essayer de, à la fois, l'actu s'impose, comme ils disent, et puis ensuite essayer de se démarquer les uns des autres. Donc c'est, si on prend le cas de l'Iran, il est difficile de traiter autrement que... Bon, il y a une guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Bon, pendant les 4-5 premiers jours, on n'avait pas grand-chose à dire, donc on fait le décompte des bombardements, etc. Puis progressivement, ça s'installe, et c'est là où il faut essayer de trouver des cadrages un peu différents. Donc on voit apparaître à un moment donné, alors les rédactions qui ont encore des correspondants à Beyrouth, Le Monde ou les médias publics vont se dire, bah tiens, comme les autres n'y sont pas, on va faire un reportage, plutôt que de traiter des influenceurs qui sont à Dubaï, on va parler des Français qui sont coincés à Beyrouth. Alors c'est à la fois le même sujet qu'on a eu sur Dubaï, mais un peu différent parce que c'est un autre cadrage, etc.
En revanche, effectivement, derrière, l'actionnariat va ensuite peser sur la manière dont on cherche à faire du contenu, du buzz, etc. Et là, dans le cas de Bolloré, parce que c'est sans doute ce que tu as en tête, c'est beaucoup plus sur l'ensemble des autres émissions de type Pascal Pro, des émissions de plateau, des émissions de discussion, pour deux raisons. Un, elles coûtent pas cher à produire. C'est des chaînes d'information en continu, donc on produit à faible coût du contenu qui continue d'être rentable. C'est-à-dire que quelque part, tant que le public regarde, pourquoi changer? Et Bolloré peut dire, alors est-ce qu'il le fait, est-ce qu'il ne le fait pas, qu'il n'intervient pas, mais tant que c'est rentable, il n'a pas à intervenir, puisque ça continue son chemin. Alors l'actionnariat va peser, et on manque d'enquête. Là, il y a une thèse qui vient de démarrer sur cette droitisation des contenus, mais on manque d'enquête. Alors, pour différentes raisons, les journalistes du groupe Bolloré ne veulent pas répondre aux enquêtes, sont flippés de répondre, vraiment. Donc là, on manque d'éléments autres que de l'analyse de contenu, mais sans doute qu'effectivement, il y a une transformation des contenus lié à ce positionnement très à droite, mais ça peut, ce qu'on a vu aux États-Unis aussi à un moment donné avec Fox News, c'était le modèle très clair de Fox News. On peut aussi très bien avoir un mouvement de balancier à un moment donné où ça va se démonétiser. Quelques échecs encore de Sarah Knafo et ou Éric Zemmour, et peut-être que ce sera moins rentable. Et on le sait, au départ, CNews n'était pas rentable pour Bolloré, c'était sa danseuse politique. Quelques échecs, et peut-être que ça va se recentrer. Et on l'a déjà vu dans les médias, des phases de bascule liées à des positionnements, mais c'est aussi lié à la polarisation du débat. C'est-à-dire que si on est dans un débat politique où on considère que c'est rentable d'être polarisé, beaucoup d'autres espaces, beaucoup d'autres supports médiatiques vont se polariser aussi. Donc le motif économique est premier. Il est équivalent ou parallèle au motif politique. C'est-à-dire ensuite, quels sont les arbitrages? Est-ce qu'on veut faire uniquement un modèle purement économique? Ça a été le modèle de la presse américaine à la fin du 19e siècle. Il faut être rentable, donc on va être le plus objectif possible, parce que du coup, on va pas se mouiller. Mais ça peut être aussi un motif politique qui va être premier. Et ensuite, reste à savoir si ça marche ou pas. On a le cas plus historique du journal L'Humanité dans les années 20 et 30, qui est très intéressant, mais qui nous renseigne aussi sur la période actuelle. Donc l'Huma dans les années 20 et 30, c'est le journal du Parti communiste. Le Parti communiste des années 20 et 30, c'est quand même pas des rigolos, c'est les staliniens pur jus. Les journalistes sont des fonctionnaires du parti de la Troisième Internationale. Donc, voilà, et quand ils racontent n'importe quoi, on les envoie en stage à Moscou. Et pour de vrai, c'est-à-dire qu'on voit à la fin des années 20, par exemple, Paul Vaillant-Couturier qui se dit il faut qu'on en fasse un journal populaire. Donc il se dit on va introduire du tiercé, du sport, des recettes, on va faire du fait divers, parce qu'il faut qu'on capte le public populaire, et ensuite on va le politiser. Ça, le parti n'était pas d'accord, mais c'était rentable. Et puis à un moment, c'était plus très rentable, et on lui dit, le parti se durcit au début des années 30, on l'envoie à Moscou, pour de vrai, à l'école du parti, et le journal se casse la figure. Et arrive le Front populaire, et là on se dit, ce n'est plus possible d'avoir un journal trop idéologique, beaucoup trop stalinien, on ne touche plus le public, et donc en fait, si on veut politiser les masses, il faut le capter. Et on fait revenir Paul Vaillant-Couturier, qui va remettre ses recettes plus commercial, du tiercé, de la course cycliste, du fait divers, des recettes de cuisine, etc., du football, et l'Humanité, en 1939, avant son interdiction, est le 4e journal sur la place parisienne. Donc là, ici, on voit que politique et économie sont rentables, ici à gauche, mais presque sur un modèle qu'on peut avoir sur Fox News ou sur CNews. D'autres questions? J'ajouterai encore un petit bémol. C'est peut-être pas économique en fait, c'est juste que si on veut par exemple politiser le public, il faut que le public lise le journal. Donc effectivement, il faut le vendre, mais c'est pas forcément pour un motif économique. C'est juste pour un motif d'adhésion, enfin de lectorat. Mais les deux, c'est-à-dire que... La question c'est si on pouvait forcer les gens à lire tout en étant totalement non rentable, est-ce qu'on le ferait quoi?
finalement, le fait de mettre des faits divers du sport, etc., si c'est pour attirer du public, c'est pas forcément pour gagner de l'argent. Voilà, c'est la question. Mais si on ne gagne pas d'argent, à un moment donné, le modèle s'effondre. C'est le Figaro, c'est le Figaro dans les années 30 qui embrase la cause mussolinienne et le patron du Figaro en fait un journal de combat mussolinien, mais vraiment, enfin, au sens vraiment premier du terme. Et le journal chute vertigineusement du côté de son lectorat. Et là, il est viré par les actionnaires en disant il faut en faire un journal, le journal de la grande bourgeoisie qu'on était. Certes conservateur, certes on n'est pas on trouve que Mussolini n'est pas totalement déconnant, mais on n'est pas un journal fasciste. Donc il y a toujours ces deux éléments-là. Alors pour répondre à ta question d'une autre manière, c'est pour ça qu'il faut continuer à défendre le service public. C'est-à-dire, si on a un journal qui est détaché des mesures d'audience, on a d'autres contenus.